Radio Mont-Blanc, le MAG. 1 heure en direct avec... 1 heure en direct avec justement 2 femmes qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, nous allons donc parler de procréation, de fertilité. Nous allons déjà essayer de déterminer ces mots effectivement et puis les solutions, parce que c'est vrai que c'est un droit universel d'avoir une progéniture. Peu importe évidemment la motivation, ça je vous laisse en conclure avec votre conjointe. Nous allons donc parler de vous les amis, c'est ça la principale mission du MAG Radio Mont-Blanc, parler de vous, de votre quotidien, des problématiques de notre temps. Pour cela, je vais être accompagné donc pendant 1 heure de Marie Paturle tout d'abord, qui est avec moi en studio. Elle est présidente de l'association Parcours PMA et nous. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous-même, vous avez eu un parcours PMA et vous allez raconter votre histoire dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc. Et puis également, qui dit PMA dit forcément médicalisé. C'est le M de cet acronyme. Et pour cela, nous serons du côté du CHAL avec la responsable du laboratoire d'aide médicalisée à la procréation du centre AMP 74. Elle est biologiste médicale, Béatrice Dorfin. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous toutes deux. On va commencer donc directement avec ce constat. La fertilité est en baisse. Docteur, pouvez-vous nous éclairer le pourquoi du comment ? Alors effectivement, la santé reproductive masculine est une préoccupation mondiale. Elle n'est pas une spécificité locale ni nationale. De nombreuses études ont pu documenter qu'il y avait une baisse globale de cette santé reproductive, et notamment sur la partie masculine, puisqu'on a des données qui remontent aux années 70 et qui peuvent effectivement bien documenter qu'il y a une baisse de la concentration sur ces spermatozoïdes, une baisse de leur vigueur, de leur mobilité, et plus d'anomalies sur leur aspect, leur morphologie, donc leur pouvoir fécondant. Oui, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de 50% chez les hommes dans les pays industrialisés entre 1973 et 2011, selon la dernière statistique. Et cette infertilité, docteur, elle continue de régresser chaque année en plus. On peut le voir à coup de 0,3 et 0,4. Oui, effectivement, nous, on suit le guide de l'Organisation mondiale de la santé et on réévalue nos références, nos valeurs de normes hautes et basses, en fonction de ces guides qui sont édités tous les 5-10 ans. La dernière édition date de 2021 et c'est la 6e édition. Et effectivement, à chaque fois, il y a une baisse sur ces valeurs de référence que vous pouvez voir apparaître sur les comptes rendus d'analyse. Ça reste des valeurs élevées, mais effectivement, il y a une baisse chaque année de cette santé reproductive. Et puis, disons-le clairement aussi, aujourd'hui, on sait que beaucoup de femmes ont des carrières, donc nécessairement, le recul de l'âge à la maternité y est pour beaucoup chez la femme, par exemple. Oui, effectivement, on ne peut pas parler de santé reproductive en parlant que des paramètres spermatiques, donc masculins, puisqu'effectivement, il faut prendre en compte les paramètres féminins. Et il y a de multiples raisons. Il y a des projets parentaux plus tardifs. Effectivement, il y a probablement des modes de vie qui sont incriminés, plus sédentaires, des forts stress, et également des expositions à des facteurs toxiques qui doivent participer à cette infertilité plus prégnante. L'obésité, la sédentarité, la pollution, on connaît évidemment les perturbateurs endocriniens. Porter son téléphone portable dans sa poche, ça évidemment c'est fortement déconseillé. Est-ce alarmant, docteur, justement, de voir cette fertilité reculer ? Pour l'instant, les valeurs restent élevées sur ces critères-là qui sont tangibles. Il est très difficile de conclure complètement. Et c'est vrai que ce qui est important à faire passer comme message, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, notamment sur notre façon d'approcher la santé reproductive, l'information qui est à donner au niveau des gens, peut-être sur le fait de ne pas trop tarder des projets de parentalité, mais également sur son mode de vie et sur l'exposition à des facteurs toxiques. Tout à fait. Pour cela, évidemment, donc, quand on essaye, est considéré comme infertilité de la part de l'OMS, et lorsque l'on a fait 1 an de rapport sexuel non protégé et que ça n'a pas donc marché, vous, docteur, vous conseillez par exemple à toutes nos auditrices, auditeurs qui ont un projet parental dans ces prochains mois, à partir de quand il faut commencer à s'alarmer et peut-être recourir à une consultation auprès d'un gynécologue et bien sûr après à vos services ? On parle d'infertilité quand il n'y a pas de conception avec des rapports sexuels ciblés au moment de l'ovulation au bout de 2 années. Et donc, c'est là qu'effectivement, il est recommandé de
d'aller explorer cette infertilité et ne pas oublier le versant masculin, parce qu'on a parfois tendance effectivement à ne pas explorer l'homme et à se concentrer sur la femme. Donc c'est très important d'aller explorer les deux membres du couple. On comprend bien. En plus, on rappelle quand même que même en ciblant ces relations sexuelles, c'est-à-dire qu'on a tous l'image en tête de la femme qui dit c'est maintenant qu'il faut y aller et pas avant, pas après. Et même quand on essaie d'avoir tous les feux au vert, il n'y a qu'une chance sur 4 que la procréation entre guillemets naturelle matche. Oui, c'est important de se rappeler qu'effectivement, l'espèce humaine n'est pas très rentable en termes de reproduction. Et c'est là qu'on se rend compte, notamment nous au laboratoire, quand on analyse toutes ces étapes biologiques nécessaires, qu'effectivement, pour aboutir à la naissance d'un enfant vivant, c'est un enchaînement d'une multiplicité d'étapes qui sont véritablement un petit miracle. Béatrice Dorfin, donc biologiste médicale spécialisée justement en biologie de la reproduction et d'embryologie. Est-ce que l'on peut conseiller, alors je sais pas si c'est du tout dans votre giron, est-ce qu'on peut conseiller quelques rudiments, quelques petits conseils à des couples qui vont prévoir dans quelques mois, quelques années un enfant? Par exemple, je me doute qu'on connaît tous ces gens qui arrêtent de fumer juste avant pour se sevrer de une, mais surtout pour avoir un meilleur taux de réussite. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on sait qu'on veut s'installer dans ce type de projet, de prendre le temps, pourquoi pas d'une consultation à visée d'exploration de la santé reproductive, justement pour bien préparer ce projet-là. Et puis, sur soi personnellement, effectivement, d'aller éliminer les facteurs sur lesquels on peut éliminer les facteurs toxiques évidents. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais globalement, de rééquilibrer son mode de vie alimentaire, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ses placards pour éliminer ce dont on n'a pas besoin, regarder la liste des ingrédients et effectivement garder en tête des maximes de bon sens. Le mieux, c'est le moins. Moins de produits, avec des produits qui ont une liste d'ingrédients la plus courte. Oui, effectivement, on pense bien sûr au tabac, à l'alcool, au cannabis par exemple, qui sont des facteurs qui peuvent bien faire reculer la fertilité. Donc il faut bien sûr éviter cela au moment. Donc c'est à peu près 3 mois, c'est ça le renouvellement des spermatozoïdes lorsque l'on a consommé ce genre de substance? Alors, oui, ce qu'on appelle la spermatogénèse, donc la production complète des spermatozoïdes, effectivement, c'est à peu près 3 mois. Et d'ailleurs, quand on voit une anomalie sur une analyse spermatique, on demande un contrôle de cette analyse 3 mois après pour être sûr de ne pas avoir un impact de facteurs toxiques, d'une fièvre, d'une intense fatigue, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements intercurrents qui peuvent impacter ces résultats d'analyse. Je comprends bien. Vous avez parlé donc d'un petit contrôle avant évidemment peut-être l'accueil d'un enfant et donc d'une procréation. C'est ce que vous appelez, c'est ça, un contrôle prénuptial? Alors autrefois, il y avait effectivement ces consultations prénuptiales. Aujourd'hui, elles n'existent plus vraiment, mais effectivement, ça peut être intéressant de préparer l'arrivée d'un enfant et de se poser les bonnes questions sur un équilibre sur le poids, sur son mode de vie, sur les facteurs toxiques. Voilà, ça peut être intéressant. Je comprends bien, je me retourne vers Marie Paturle. Est-ce que ça vous fait réagir ce que vient de dire le docteur Béatrice Dorfin? Je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir cette vision de peut-être cette consultation un peu pour vérifier si tous les facteurs sont alignés, ce qui permet aussi peut-être d'être dans une bonne dynamique pour entamer un parcours pour pouvoir avoir des enfants naturellement. Bien sûr, et puis anticiper si jamais il peut y avoir on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un petit pépin, et au moins on le sait et on n'attend pas 2 ans de tentative peut-être, et du coup on anticipe. Exactement. On perd un peu moins de temps. Ça permet de voir s'il y a peut-être une petite chose qui peut vite être réglée, effectivement. On parlait tout à l'heure de l'âge de l'âge aujourd'hui pour les couples. Il faut savoir que dans les années 60-70, en moyenne, on avait un enfant à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, effectivement, à 24 ans, on est souvent encore dans ses études. Je pense que tout le monde s'imagine aujourd'hui à 24 ans avoir un enfant, même s'il y en a encore quelques-uns. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus 28,8, donc quasiment 29 ans, c'est à peu près la moyenne. Vous, justement, Marie Paturle, donc je rappelle que vous êtes conseillère familiale et conjugale, mais vous avez aussi et surtout créé cette association qui s'appelle Parcours PMA et nous, aux côtés donc de 4 autres femmes. On va en parler dans quelques instants. Bien sûr, vous avez créé cette association parce que vous avez eu recours à un parcours PMA. Tout à fait.
Eh ben écoutez, on va découvrir votre histoire dans quelques instants. Une toute petite pause et on revient donc pour ce mag spécial autour de la PMA, autour de votre santé, autour de la procréation et donc de la fertilité. À tout de suite. Le Magras du Mont Blanc en direct jusqu'à 11h avec vous, évidemment, comme chaque mercredi. On parle de vous, on parle de vos enfants, de vos futurs enfants. Et peut-être, ça arrive des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Heureusement pour ça, il y a des solutions. Heureusement, nous sommes dans un beau pays qui est la France, avec notamment des remboursements d'Amélie. Merci Amélie. On va en parler avec Marie Paturle qui nous accompagne, bien sûr toujours avec Béatrice Dorfin qui vient de nous expliquer aussi un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi la fertilité aujourd'hui baisse en France et pas que. Nous allons parler à présent des solutions et notamment d'un parcours. Le parcours PMA et nous, c'est une nouvelle association qui a à peu près 1 an, créée par Marie Paturle et 3 autres femmes. Bonjour Marie, rebonjour. Bonjour. Marie, vous avez évidemment créé cette association parce que vous-même, vous avez vécu un parcours PMA. À partir de quel moment vous vous êtes dit avec votre conjoint, on va peut-être devoir avoir recours à la science? Alors, on se l'est dit assez rapidement parce que médicalement parlant, j'ai constaté qu'il y avait un problème et que ça m'a amené à consulter rapidement pour vérifier d'où venait ce problème. Donc avant les 2 ans que préconisait Béatrice? Effectivement, j'ai pas tardé à réagir. Voilà. Bon, ça c'est tout personnel, hein. C'est une histoire parmi d'autres, mais ce qui m'a amené effectivement à consulter rapidement et à la suite de cette consultation, on a constaté qu'il y avait effectivement un problème au niveau de mes ovaires. Voilà, ça a démarré de cette manière et la personne que j'avais rencontrée, le gynécologue qui me suivait à ce moment-là, m'a rapidement accompagnée autour d'une assistance à la procréation assistée médicalement. Donc la fameuse PMA, des fois on voit sous un autre acronyme qui est AMP. Psychologiquement, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on veut faire un enfant, c'est déjà une grosse décision dans un couple, on est tous d'accord là-dessus. Fait, oui. On a l'impression qu'on sort les cotillons et tout l'orchestre qui va avec. Et quand on voit que ça ne marche pas naturellement, comment on se sent en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que couple? Tout personnellement, je dirais que moi, ce qui m'a animée à ce moment-là, c'est surtout de l'angoisse et de l'inquiétude de me dire... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? D'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. À partir du moment où j'ai rencontré ce médecin et qu'il m'a expliqué que ça venait de mes ovaires, j'avais au moins déjà une explication d'où venait le problème. Et après, je suis plutôt restée sur l'idée de « Ah, il y a quand même un problème ». Donc je pense qu'au début, quand on découvre la difficulté, on peut rester sur le problème et penser au problème, d'où ça vient. Voilà, donc ça peut aussi être source d'angoisse. Ça suit un peu comme dans toute difficulté dans la vie, que ce soit pour le deuil, pour un licenciement, ça suit un peu la courbe du changement au final. Le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, et après on commence seulement à remonter la pente avec l'acceptation, le pardon, et puis surtout on va de l'avant. Donc pour ça, vous acquiescez, docteur Béatrice Dorfin, il faut, le jour où on voit que ça marche pas comme on veut, il faut s'adresser d'abord à son gynécologue, à un médecin généraliste, où on vient toquer directement à votre porte du côté de la biologie médicale? Alors, effectivement, les gens rentrent dans un centre de fertilité par différentes portes, le plus souvent étant le gynécologue, parce que c'est souvent effectivement la femme qui va tout de suite confier son projet parental, ou voire même détecter effectivement un problème elle-même qu'elle sent médical qui est à explorer. Bien évidemment que les 2 ans préconisés avant d'aller consulter sont dépendant de l'histoire de chacun et dépendant de l'âge aussi, puisqu'on va s'inquiéter un peu plus rapidement, et à raison, au-delà de 37 ans. Et effectivement, parfois, dans les histoires de vie, il peut y avoir des maladies chroniques, des traitements médicaux qui font qu'on peut suspecter qu'il puisse y avoir un impact sur la fertilité actuelle. On comprend. Et c'est vrai que Marie l'a bien dit, quand on sait qu'il y a un problème, à la fois ça aide à se dire on va s'attaquer à ce problème-là, justement, on va mettre en place quelque chose, et en même temps on reste sur une étiquette avec un problème. Donc c'est pas toujours évident. Et donc pour répondre à votre question, parfois effectivement on a le médecin généraliste qui nous adresse
des hommes ou des femmes pour des analyses d'exploration du diagnostic d'infertilité. Et parfois, effectivement, on est amené à préconiser, à donner des conseils sur l'explication, l'interprétation de ces résultats d'analyse pour pouvoir orienter les patients sur des experts, sur des praticiens qui pourront prendre en charge leurs difficultés. Marie, je me retourne vers vous parce que vous avez donc vécu ce parcours PMA. On parlait à l'instant de psychologie et de mental. On reste des animaux. Je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes chez l'homme qui se sent un peu moins viril, à tort bien évidemment, ou femme, se dire je suis une femme, je dois ou je veux être maman et je n'y arrive pas. Est-ce que ça a fracturé votre morale justement? Ah oui, complètement. Oui, tout à fait. Ça, si je peux faire part de mon expérience toute personnelle, hein, ce sujet m'a tellement touchée que c'est devenu obsessionnel. Je pensais plus qu'à ça. Ça prenait toute la place. C'est-à-dire que ce qui était devenu ma priorité numéro 1, c'était de résoudre ce problème. Ce problème étant que mon corps ne fonctionnait pas et que je n'arrivais pas à atteindre ce que je souhaitais. Et je pense que cette quête-là, elle était encore plus présente chez moi que chez mon conjoint, qui était un peu plus détaché, lui, par rapport à cette démarche-là. Peut-être il se protégeait aussi. C'est possible, effectivement. Je crois qu'on ne verbalise pas tous de la même manière ce qu'on peut ressentir et que le désir qu'on peut ressentir, quand on parle de projet parental, c'est un projet commun, mais que le désir de ce projet-là, il peut être pas tout à fait vécu de la même manière et donc pas exprimé non plus de la même manière. Et je pense que ce qui était compliqué pour moi, c'était de me sentir très coupable, d'être la porteuse de cette difficulté, celle qui ne permettait pas de pouvoir aboutir. Et que c'était mon corps qui me lâchait. Et j'étais très en colère. On avait parlé de colère tout à l'heure, dans une espèce de courbe au niveau émotionnel. J'étais très en colère que ce corps ne fonctionne pas. J'étais très en colère contre tous ceux pour qui c'était si simple que ça de pouvoir avoir des enfants. Pour moi, c'était incompréhensible. Docteur Béatrice Dorfin, quand vous voyez des couples arriver justement et demander un parcours de PMA, après on étayera évidemment ce que ça veut dire véritablement, est-ce que vous voyez des couples ou des gens qui sont un peu en bout de course, qui sont fatigués, qui sont en colère? Est-ce que c'est souvent ce que vous voyez, ce que vous observez dans vos consultations? Oui, on a souvent des couples qui sont déjà bien fatigués par ce combat-là, puisqu'il y a parfois eu beaucoup d'années, parfois beaucoup d'errance un peu médicale, beaucoup d'exploration avant d'arriver à comprendre ce qui se passe, avant d'arriver à trouver le bon interlocuteur. Et c'est vrai que parfois les couples sont très abîmés et sont très fatigués. J'ai l'habitude de leur rappeler que la plupart des couples qu'on prend en charge ne sont pas stériles. La stérilité étant l'incapacité définitive à concevoir. Vraiment, il y a une impossibilité mécanique à ce que spermatozoïdes et ovocytes se rencontrent, où il n'y a pas de fabrication de spermatozoïdes. Ce sont des exemples, par exemple, de stérilité complète. Et la plupart des couples sont hypofertiles, ont une probabilité à concevoir qui est moindre que pour un couple dit normal sur ce niveau-là. Et beaucoup de couples pourront concevoir après nos techniques d'aide médicale à la procréation. Il ne faut pas ignorer le fait qu'on ne répond pas à tous les problèmes. La médecine n'arrivera pas à solutionner ou à faire mieux parfois que la nature. Et il y a quand même 17% de couples qui vont concevoir après un échec de parcours AMP, même en mettant en place les traitements et les techniques les plus lourdes. Donc ça, il faut le garder en tête. Il y a des couples qui auront besoin de nous pour le premier enfant et pas pour le second. Et l'inverse est aussi vrai. Et donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de proposer aux couples, mettons qu'ils ont fait la démarche de venir nous voir pour nous solliciter pour cette aide dans leur projet, de leur proposer de se relâcher, de se détendre un petit peu et de se rappeler que maintenant, on va mettre tout en place pour les aider et qu'ils ont déjà fait une grande partie du travail, eux, et que le travail peut se faire tout seul, pourra se faire après. Mais en tout cas, voilà, nous, on va tout mettre en place et que maintenant, ils peuvent peut-être se détendre un petit peu. Donc, on essaye de leur proposer maintenant un petit peu plus d'aller parfois faire un peu de relaxation, de méditation. La sophrologie, du yoga, par exemple.
Mais en fait, Exactement. si je comprends bien, Oui, en fait, la médecine est un véritable tremplin, c'est un accélérateur plus qu'une solution divine venue des cieux. On va continuer d'en parler parce que là, maintenant, on commence à parler un peu des sports. On commence à toucher du doigt ce qu'il faut et le nerf de la guerre. Eh bien, vous savez quoi, justement, nous allons parler de la PMA. Ça veut dire quoi, la FIV? Rappelons aussi que la PMA est maintenant autorisée pour toutes les femmes depuis 2021 et ça a un peu révolutionné aussi le métier de docteur Dorphin. À tout de suite, ça. Oui, on est donc sur Radio Mont-Blanc, évidemment, jusqu'à 11h. Un podcast live que vous pourrez réécouter bien sûr sur les différentes plateformes de streaming et à retrouver dans quelques instants en replay vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous parlons donc de procréation, de problèmes à la conception. Ça arrive effectivement, ça fait partie aujourd'hui de notre époque, de l'ère du temps, mais heureusement il y a donc des solutions pour cela. On parle donc depuis tout à l'heure de PMA. Ça se trouve, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. PMA, procréation médicalement assistée, ou maintenant on dit AMP aussi. Dedans il y a deux grosses techniques, si je peux m'exprimer ainsi, docteur Dorphin. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Effectivement, on n'a pas recours aux mêmes techniques selon l'âge de la personne qui en a besoin. Oui, alors le parcours PMA consiste à d'abord poser un diagnostic, d'aller explorer en fait cette infertilité pour comprendre ce qui se passe. Et effectivement, en fonction de l'âge, en fonction de l'histoire de chacun, on va proposer différentes techniques d'aide médicale à la procréation. La première étant la technique d'insémination intra-utérine. Ça fait partie des techniques d'aide médicale à la procréation. C'est une technique qui est dite plus douce, puisqu'effectivement, on va combiner un traitement de stimulation hormonale à faible dose avec une préparation des spermatozoïdes et qui vont être déposés dans un timing optimal pour la rencontre entre les gamètes. Donc si je comprends bien, là la procréation se fait de manière entre guillemets bien sûr naturelle, car il se fait dans l'utérus de la femme. Exactement. Ce n'est pas une technique invasive, on ne va pas venir sélectionner les gamètes qui vont être fécondants et on va simplement optimiser les circonstances de rencontre côté féminin et côté masculin. Ça fait un coup de pouce des deux côtés. Côté gamètes, ça veut dire en gros les spermatozoïdes, c'est ça ? Oui, côté gamètes, c'est spermatozoïdes et les ovules. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, en général, c'est pris à 100% en charge par l'assurance maladie et on a le droit, selon une nouvelle fois les âges, effectivement, chaque cas est particulier, à 6 inséminations artificielles, c'est ça ? Alors, on a le droit, en fait, c'est pas la loi, c'est effectivement la prise en charge de l'assurance maladie donc, qui nous propose de rembourser 6 tentatives. 6, c'est basé en fait sur les études qui nous montrent qu'au-delà de 6 tentatives, si on n'a pas eu de succès, il y a peu de chances que cette technique nous permette d'aboutir à la naissance d'un enfant vivant. Donc, il est temps de discuter à ce moment-là de la fécondation in vitro. Et justement, nous y voilà, la fécondation in vitro. Kezako. La fécondation in vitro, c'est un traitement hormonal également, mais cette fois-ci à forte dose. Donc, les injections d'hormones, puisque c'est sous forme injectable, vont permettre de booster les ovaires. Puisque sur un cycle physiologique, il y a un ovule qui atteint sa maturité au moment de l'ovulation. Et en fécondation in vitro, avec les doses qu'on va proposer, on en veut en moyenne 8 ou 10 en moment de l'ovulation. On va combiner en fait cette stimulation hormonale avec une préparation des spermatozoïdes et on va procéder nous-mêmes à la rencontre entre les gamètes dans nos boîtes de culture. D'accord, donc ça se fait extra-utéro. Exactement, c'est ce qu'on appelle le in vitro. Autrefois, on appelait ça des bébés éprouvettes parce que les premiers avaient été conçus dans des tubes. Aujourd'hui, ce sont dans des petites boîtes de culture. Donc cette prise en charge, nécessite un traitement hormonal à forte dose, une chirurgie, puisqu'effectivement, les ovules vont être récupérés au bloc opératoire au niveau des ovaires, et une anesthésie, du coup, pour faire ce geste. Donc là, c'est pris en charge à 100% une nouvelle fois par l'assurance maladie à 4 FIV. On a un taux de réussite de combien à peu près, docteur ? Aujourd'hui, on est à peu près à 35% de grossesse par transfert d'embryon. Mais il faut tenir compte aussi de toutes les chances qu'on arrive à obtenir par tentative de fécondation in vitro, puisqu'il n'est pas rare, il y a à peu près 50% des tentatives qui vont nous permettre également de congeler des embryons dits surnuméraires qui n'auront pas été replacés en frais, mais qui permettent de retenter une grossesse sur cette même tentative sans repasser par le traitement hormonal à forte dose, la chirurgie et l'anesthésie. Donc, les 4 tentatives remboursées par la Sécurité sociale sont 4 essais de traitement hormonal à forte dose et 4 tentatives
par projet parental. Si on a la chance d'arriver à vous aider à avoir un enfant, on a le droit à nouveau de vous reproposer tout le parcours si vous le souhaitez. Vous avez le droit de rejouer. On a compris, le compteur retombe à 0. Vous, Marie Patulle, donc fondatrice et directrice de l'association Parcours PMA, et nous, on va en parler évidemment de cette association qui fait du bien, parce qu'on parlait tout à l'heure, la somatisation, ne voir qu'un seul objectif, s'oublier, se laisser décrépir, parce qu'en fait, on veut juste qu'une seule chose, c'est créer un foyer et une famille. On va en parler dans quelques instants. Vous avez bien sûr vécu un parcours PMA. En substance, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été concluant? Le parcours, il a été assez long. Alors, ce que vient d'expliquer le docteur Dorfan était exactement ce que j'ai expérimenté, c'est-à-dire que on a démarré par des inséminations, plusieurs qui n'ont pas fonctionné, jusqu'à également essayer la FIV, qui n'a pas non plus fonctionné. 4 tentatives là aussi? Non. Alors, on a essayé 2 fois. 2 fois, les FIV n'ont pas fonctionné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris du temps. Donc, ça s'est étalé au niveau du temps. Donc, entre le moment où on a démarré des traitements et le moment où on a pris la décision d'arrêter les traitements, ça s'est écoulé pratiquement 5 ans. Voilà, donc au bout d'un certain nombre d'années, ce que l'état qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu usé. Parce qu'il y a quand même une différence entre tenter et avoir le coït, et bon, en plus le sexe c'est quand même bon pour la santé, donc ça fait du bien, ça on est complètement d'accord, et cette manière de procréer de manière, excusez-moi l'expression, mais un peu déshumanisée finalement. Donc du coup ça doit être lourd à porter, c'est-à-dire que ça nous ramène toujours dans cette espèce de dynamique, dans cette dynamique qui n'est pas très agréable. Tout à fait, c'est un peu avoir des rapports sur commande. Donc c'est aussi difficile de s'en détacher, puisqu'il y a cette espèce d'enjeu à chaque fois, voilà. Cette espèce d'injonction à faire quelque chose pour que ça puisse fonctionner. C'est très difficile de s'en détacher. Et puis il faut faire plein de tests sanguins pour savoir quel sera le bon moment. On a cette épée Damoclès qui, on nous dit, hey, relax, va faire un peu de yoga. C'est pas contre vous, hein, bien sûr, docteur Dorfin, mais c'est normal, tout le monde conseille. C'est bon, essayez de penser à autre chose. Oui, mais enfin, je vous rappelle quand même que tous les 2 jours, je vais faire un test sanguin, je vais faire une insémination, ou une FIV. C'est quand même pas anodin, je veux dire, sur le moral. C'est ça. Il faut réussir à prendre soin de soi, essayer de se détacher de ce parcours-là, tout en y étant ramené concrètement, perpétuellement finalement. Donc on se sent un peu tiraillé entre les deux options qui se présentent finalement. Je prends soin de moi, j'essaye de m'aérer un peu l'esprit, de penser à autre chose, et en même temps, tout m'y ramène tout le temps finalement. Votre parcours de vie est assez impressionnant, parce que évidemment quand on a un enfant facilement, bon bah voilà, on l'a eu, c'est facile. En plus ça s'est fait encore une nouvelle fois avec un rapport sexuel tout à fait basique, normal. Vous avez donc après choisi l'adoption. Tout à fait. C'est une autre thématique qui pourrait faire l'occasion d'un mag. Vous avez fait l'adoption, et quand tout à l'heure docteur Dorfin parlait donc stérilité ne veut pas dire infertilité. Est-ce qu'on peut parler de déblocage? Derrière, vous avez eu des enfants naturellement. Tout à fait, également. Et pas qu'un. Oui. 2 enfants. Rien que ça. Tout à fait. Vous pensez que dans votre tête, ça a changé complètement quelque chose? Ça y est, vous aviez un début de famille et... Alors, c'est sans doute ce qui a dû se passer. Après, je n'ai pas la clé de la lecture de tout ça. Je me doute. Mais vous, comment vous l'avez vécu? Moi, ce que je peux partager, c'est que je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait d'être arrivée à ce projet familial que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et à partir du moment où on a réussi à pouvoir accueillir un enfant au sein de notre foyer, ça a été... je pense effectivement une certaine libération, et ça a dû pouvoir se débloquer à ce moment-là. J'étais plus dans la même course et dans la même quête, sûrement. On a tous des histoires de proches qui ont eu justement recours à une FIV. La FIV marche ou pas, et derrière, quelques mois après, ils arrivent à procréer naturellement. C'est des choses que vous observez, vous aussi, docteur Dorfin, auprès des gens qui viennent toquer à votre porte. Vous voyez des gens qui arrivent après à procréer naturellement, ou après réussite ou pas d'une FIV? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a certaines prises en charge en infertilité qui sont plus compliquées que d'autres. Il y en a certaines pour lesquelles il y a une cause évidente et mécanique, et pour lesquelles on part sur une prise en charge sur lesquelles on se dit qu'on a de bonnes chances d'aboutir, et d'autres cas sur des infertilités dites idiopathiques sur lesquelles il n'y a pas de cause évidente,
qui sont probablement plus complexes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des spermatozoïdes, il y a un fonctionnement ovarien qui semble normal, mais la grossesse ne survient pas. Et on sait bien que c'est pas les cas les plus faciles à résoudre pour nous aussi. Et de plus en plus, voilà, on essaye de prendre en compte, de faire une prise en charge globale pour proposer aux gens, voilà, de nous aider à les aider pour optimiser chaque tentative. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident, puisque souvent, il y a quand même cette urgence à aboutir dans ce projet parental, dans cette construction d'un foyer. Et en même temps, on voudrait prendre parfois plus le temps d'aller screener un petit peu sur tous les facteurs qui peuvent participer à l'infertilité et qui pourraient nous aider à optimiser chacune de ces tentatives. On comprend bien, mais ça me prouve une nouvelle fois que même si les pronostics sont pas bons de base, il y a quand même des chances, même si on parlait tout à l'heure qu'un rapport sur 4 peut matcher alors qu'on est au bon moment. Eh bien, il faut pas perdre espoir. Pour ça, donc, il y a la PMA, la FIV. La FIV, on vient d'en parler. Donc, effectivement, après l'insémination, c'est ce qui arrive après. C'est plus lourd, c'est plus conséquent. En plus, on rappelle que voilà. Faut pas croire on n'en a pas parlé avec Dr Dorfin, mais effectivement c'est pas un supermarché du bébé, hein. On n'arrive pas chez vous et on dit je veux créer une famille. Il y a quand même toute une analyse avec un conseil avec vos confrères. Vous regardez quand même les dossiers. Oui, tout à fait, effectivement. Si la loi autorise maintenant une ouverture plus importante sur les prises en charge qu'on peut proposer. On n'est pas là, nous, pour donner l'autorisation ou pas d'avoir un enfant. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un parcours qui est défini par un guide de bonne pratique et par la loi, donc avec un certain nombre de praticiens à rencontrer spécialisés. Et effectivement, nous, dans notre équipe, par exemple, on se réunit chaque semaine pour discuter de chaque dossier médical et pour valider ensemble une prise en charge et une technique la plus optimale à proposer qui, on pense, apportera le plus de chance dans ce couple-là. Ce qui n'empêche qu'il y ait, effectivement une réflexion autour de chaque projet de parentalité avec comme préoccupation principale le bien-être de l'enfant à venir. Et donc, c'est vrai que si parfois on prend un peu de temps, c'est peut-être parce qu'on a senti un isolement dans un entourage, par rapport à un entourage, un isolement social ou une souffrance, qu'il est important d'identifier et de traiter avant d'aller plus loin. Néanmoins, effectivement, on comprend et tant mieux effectivement, mais il y a aussi, il ne peut pas y avoir de discrimination par rapport au parcours PMA et aux personnes qui en font la demande. Notamment, on pense à cette ouverture depuis 2021 et ça représente quand même aussi beaucoup de demandes à l'échelle du territoire français. Les couples de même sexe, donc les couples lesbiens et les femmes solo. Donc c'est-à-dire que maintenant la PMA est ouverte à toutes les femmes. Rappelons qu'en France, ceci dit, la GPA, donc c'est-à-dire qu'une femme porte notre enfant et ensuite nous le redonne, est interdite. Je tiens quand même à le signaler. On va justement en reparler dans quelques instants et puis bien sûr on va parler de cette association. Ça tombe bien, en plus il y a un rendez-vous demain soir avec une thématique. Marie Paturle va nous en parler et toujours aux côtés de Béatrice Dorfin aussi, biologiste médicale spécialisée en biologie et en reproduction embryologique. C'est une thématique extrêmement importante parce que faire des enfants pour la démographie il en faut, parce que dans un couple aussi beaucoup de couples veulent des enfants et des fois c'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé par Dame Nature. Heureusement il y a la PMA, la procréation médicalement assistée, donc on a parlé d'insémination, de FIV, et ça a permis notamment aux couples de même sexe aussi de pouvoir avoir un enfant, ou aux mamans solo qui n'ont pas trouvé le conjoint ou la conjointe adéquate et qui pourtant veulent vraiment un enfant. Alors on l'a entendu il y a quelques instants, même si on a perdu la connexion avec elle, Béatrice Dorfin, qui dit quand même qu'à chaque fois c'est un dossier, une analyse en conseil avec ses confrères pour pas que des gens aient des enfants alors qu'ils sont pas stables mentalement, etc. Mais ça a vraiment révolutionné en tout cas leur métier, parce qu'il faut savoir que depuis l'ouverture en 2021 à cette PMA, procréation médicalement assistée, les demandes bien sûr ont explosé, vous vous en doutez bien. C'est assez probant. J'avais les statistiques il y a quelques instants, mais je me perds un petit peu dans mes feuilles. Voilà, c'est cela, 2800 demandes juste entre 2021 et 2022, 22 800 demandes de première consultation de la part de couples de femmes ou de femmes solo. Est-ce que vous en avez d'ailleurs, Marie Paturle, des femmes solo ou des couples lesbiens dans votre association Parcours PMA et nous ? Ils ont toute leur place. Donc là, ce que vous avez précisé tout à l'heure, c'est qu'on est une jeune association et qui est en plein développement. Et donc, toutes les personnes qui se sentent concernées peuvent trouver leur place au sein de cette association.
le besoin de pouvoir partager, de pouvoir libérer la parole, d'échanger, de rencontrer des personnes qui vivent la même chose, il est commun à tous. Donc la place est vraiment ouverte à tous. Eh ben, ça tombe toutes. bien. Et ben voilà, si il y a des couples de même sexe qui sont peut-être bien en train de penser à un parcours PMA, que vous êtes dedans, il faut surtout pas hésiter à venir toquer du côté de l'association Parcours PMA et nous. On va revenir très brièvement évidemment dessus dans quelques instants pour conclure ce Magra du Mont Blanc, mais on a retrouvé la connexion avec Dr Dorfin. On parlait donc aujourd'hui de la PMA, donc que ce soit insémination ou FIV, bien évidemment, pour les couples de même sexe et pour les mamans solo. Est-ce que ça a changé votre façon d'opérer au sens propre et figuré du terme? Est-ce que ça a changé votre métier, docteur Dorfin? Alors, dans l'accompagnement de ces projets-là, on avait l'habitude de le faire, mais sur des accompagnements, sur des prises en charge à l'étranger. Donc, c'était quelque chose de naturel pour nous de continuer à le mettre en place. Néanmoins, il a fallu retrouver un équilibre, se réorganiser, puisqu'effectivement, il a fallu recruter dans les équipes de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, voilà, pour mettre en place ces nouveaux parcours, puisqu'il y a une demande assez importante sur ces nouvelles prises en charge. Et encore une fois, elles doivent être faites sans discrimination du statut marital ou de l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est très important. La loi l'a bien défini. Et ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'il y ait une réflexion sur chaque dossier médical et une validité de ce parcours-là. On comprend mentalement, on en parlait hors antenne avec Marie Paturle il y a quelques instants, quand un couple hétérosexuel fait appel malheureusement à vos services, je prends des pincettes en le disant toutefois, souvent le couple hétérosexuel est un peu au bout, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, fatigué, vous êtes le dernier recours techniquement. Les couples de même sexe ou les femmes solo, elles arrivent plus la fleur au fusil. Eux, c'est le début au final de leur parcours de procréation. Effectivement, ce sont des prises en charge qui ne sont pas du tout équivalentes, puisqu'il n'y a pas cet épuisement d'essais infructueux à la maison, ces questionnements et cette culpabilité qu'on peut parfois avoir et qui ronge parfois les couples, cet impact sur leur vie en fait personnelle, puisqu'effectivement, elles savent très bien qu'il y a une solution médicale à apporter à ce projet-là, qu'elles ne peuvent pas aboutir solo. Et du coup, est-ce que ces personnes, encore une fois, autres que les couples hétérosexuels, est-ce que du coup, elles ont trop d'espoir en ne voyant que la réussite? Parce que c'est leur seul moyen de procréer, finalement. Néanmoins, il y a des prises en charge, en fait, de femmes solo ou de couples de femmes qui peuvent cumuler également une infertilité. Donc, chaque cas est particulier et chaque cas est à explorer. Il se peut qu'effectivement, il y ait un parcours solo ou un parcours homosexuel qui combine également des facteurs d'infertilité et qui peuvent avoir plus ou moins de pronostics de succès dans ce parcours-là. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on dit que la science humaine n'est pas une science exacte. On a un accompagnement, je ne sais pas du côté du CHAL, je sais de source sûre que c'est obligatoire par exemple à l'hôpital de Grenoble, parce qu'on rappelle que c'est au CHAL et à Grenoble que l'on peut avoir recours donc à la PMA. Certains est obligatoire pour un suivi psychologique. Est-ce que ça l'est également du côté du centre hospitalier Alpes-Léman ? Alors, la prise en charge psychologique n'est pas obligatoire. Nous, on a la chance effectivement d'avoir dans notre équipe une psychologue qui est également sexologue, qui est spécialisée dans les projets de parentalité et qui peut recevoir les couples à leur demande. Néanmoins, quand il y a des projets solo ou de couples homosexuels ou des projets de dons de sperme, donc les couples doivent solliciter les CECOS, les centres de conservation et d'études du sperme et des ovocytes, et donc soit au niveau du CHU de Grenoble, soit au niveau du CHU de Lyon, pour avoir à disponibilité des paillettes de spermatozoïdes, de donneurs. Et dans ce cadre-là, c'est une obligation légale. Il y a une rencontre qui est faite avec un psychologue. D'accord. Et vous, Marie Paturle, vous avez eu recours justement à ces psychologues, à cet accompagnement, ou je me fais volontairement l'avocat du diable, c'est que vous avez trouvé que l'accompagnement était trop dans ce domaine médical, que vous avez créé justement votre association qui accompagne aujourd'hui les couples de Haute-Savoie dans le parcours PMA, parcours PMA et nous.
Effectivement, donc le projet de cette association, ce qu'elle porte, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent, qui vivent ce parcours, d'avoir un espace d'échange, d'écoute, de soutien en dehors un peu du monde médical, pour sortir du monde médical, pour pouvoir échanger, partager, mais aussi pour les mettre en lien avec des professionnels qui pourraient les accompagner, que ce soit des sophrologues, des réflexologues, des acupuncteurs, des choses qui peuvent aussi leur apporter ce dont on parlait tout à l'heure, un peu de bien-être pour se détacher un petit peu aussi de ce parcours et s'évader un peu de ce parcours. Et donc cette association, elle vient en complément un peu du domaine médical. Donc c'est une proposition qui vient en plus. Donc elle est en corrélation, mais c'est quand même un petit peu pour se décorréler de tout cette entre guillemets, une nouvelle fois, je mets beaucoup de guillemets décidément dans cette émission, d'une procréation donc un peu déshumanisée, parce que effectivement, être toujours dans le domaine médical, ça nous rappelle toujours qu'on est dans l'échec, enfin dans la dynamique mentale dont on avait parlé tout à l'heure, par exemple. Tout à fait, oui. Donc vous avez plein de parcours de vie différents, je me doute, dans votre association. Exactement, plein d'histoires de vie différentes, même si celles-ci, ces histoires sont toujours animées par le même objectif qui est d'avoir un projet parental. Mais chaque histoire est différente, enrichissante les uns les autres, de faire part de son vécu. Et je pense qu'une fois qu'on a vécu ce type de parcours, on est plus sensible aussi quand on l'a vécu pour comprendre ce que les autres vivent aussi. Et c'était ce qui a motivé aussi cette association, c'est que l'ensemble des bénévoles qui sont à l'origine de cette association ont toutes vécu des parcours de PMA. Donc il y a cette reconnaissance, cet écho qui fait qu'on est plus sensible sûrement à ce parcours. Donc il y a des hommes et des femmes qui viennent intervenir, bien sûr. Bien sûr, les accompagnants. La place des hommes est aussi très importante. Ce qu'on expliquait aussi tout à l'heure, c'est qu'ils ont aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est pas toujours le cas dans la société de pouvoir. C'est encore un peu tabou d'exprimer les difficultés qu'on peut rencontrer à concevoir. Pour un homme, ça souvent synonyme de difficulté en termes de virilité, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Ce qui n'a rien à voir, mais l'impact psychologique que ça peut avoir de se dire qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend, ça a aussi des répercussions et ce que ça peut conduire, c'est une forme de repli, de ne pas pouvoir partager ce qu'on peut ressentir. Donc c'est important d'avoir aussi pour les hommes un espace de parole. D'où la nécessité d'échanger avec des gens qui vivent la même chose que vous, que nous, effectivement, et d'où la nécessité de Parcours PMA et nous, plutôt qu'aller vous comparer sur des blogs, parce qu'on sait que la réponse, oui, on retrouve certaines réponses sur Internet, mais pas toutes. Et le propre de l'humain est de se comparer et souvent de surinterpréter, de se surspécialiser. On l'a vécu ça pendant le Covid, ce qu'on appelle les ultra-crépidariens, ceux qui deviennent spécialistes de tout. Pour s'en affranchir, aller parler dans des groupes de parole, et notamment avec Parcours PMA et nous, une association toute jeune, moins d'1 an, avec 4 femmes, à peu près une dizaine d'adhérentes, c'est ça ? Tout à fait. Et soutenue par la sénatrice LR Sylviane Noël également, qui a soutenu officiellement et ouvertement votre association. En tout cas, vous avez une actualité. Demain soir, rendez-vous du côté de Régnier, c'est ça ? Alors, ce sera à Arta, précisément. Donc, demain soir, de 19h à 21h, sur le thème des montagnes russes émotionnelles, donc entre espoir et échec. Ce sera notre premier groupe de parole. Et vous en avez très bien parlé. N'hésitez pas, on peut vous retrouver sur les réseaux, sur un site internet ? Alors, on a une page Facebook. Et puis une adresse internet, on peut nous envoyer des messages, et puis une page Instagram. Parcours PMA et nous, c'était Marie Paturle, donc sa créatrice, elle était avec nous et sa présidente. Et puis bien sûr, merci beaucoup aussi Béatrice Dorfin, biologiste médicale, responsable du laboratoire d'aide médicale à la procréation de centre AMP 74. Désolé, je suis obligé de prendre un coup de ventoline en même temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous deux pour vos témoignages et pour votre expertise. À très bientôt. Et bien sûr, vous retrouvez toute cette émission en replay sur radiomontblanc.fr.